Bienvenue à toutes et à tous dans cette série d'émissions dédiée aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société, l'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire qui nous emmène dans l'immensité du Sud Sahel à la rencontre du peuple Peul. Il en fait un engagement personnel. Passionné par les cultures africaines, toute sa vie, il collecte, transcrit, commente et publie de nombreuses traditions orales Peul qu'il portera aux yeux du monde entier. Sa fameuse phrase, à la tribune de l'UNESCO, résonne encore dans nos oreilles. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous l'avez certainement reconnu, il s'agit de l'écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté-Bâ, le défenseur des traditions orales. Les Peuls sont un peuple sans frontières. Son travail, Amadou le consacre principalement à ce peuple fort de plusieurs dizaines de millions d'individus, dispersés dans une quinzaine de pays. Les Peuls partagent la même langue non écrite et la même culture dans ce vaste territoire de plus de 6 millions de kilomètres carrés. C'est dans une de ces régions, au Mali, exactement dans la ville de Bandiagara, située non loin des falaises du pays d'Ogon, que Amadou Hampâté-Bâ naît à l'aube de l'année 1900. Cette ville, qui fut fondée à la fin du 19e siècle par un neveu d'El Hadji Omar, fut la capitale du royaume tout couleur du Massina, édifié en partie sur les ruines de l'empire Peul du Massina. Par sa naissance même, Amadou Hampâté-Bâ se situe au cœur de deux grands courants historiques dont il sera tout naturellement l'héritier. Son père, Hampâté, appartient à une très ancienne et noble famille Peul du clan Ba, qui joua un rôle éminent, à la fois temporel et spirituel, dans l'ancien empire Peul du Massina, et qui fut presque entièrement massacré au cours de la guerre avec les tout-couleurs d'El Hadji Omar. En revanche, sa mère, Kadidja, est la fille de Paté Poulo, du clan Diallo, un pasteur Peul du Fouta Toro, qui avait tout quitté pour suivre El Hadji Omar, dont il devint l'homme de confiance et le compagnon fidèle. Par sa mère, le jeune Amadou héritera donc des récits du grand-père Paté Poulo, se rapportant à toute l'époque d'El Hadji Omar et à la fondation du royaume de Bandiagara. Après le décès de son père Hampâté, sa mère Kadidja épouse en seconde noces un noble tout couleur, Tidjani Amadou Ali Thiam, chef traditionnel de la province de Louta. Peu de temps après leur mariage, Tidjani est destitué par les autorités françaises et envoyé en exil à Bougouni, en plein pays Bambara. En 1908, après la mort d'Agui Boutal, roi de Bandiagara, l'administration coloniale permet à Tidjani de revenir à Bandiagara avec sa famille. C'est à cet âge, en tant que fils de chef, qu'il sera réquisitionné d'office par les autorités françaises pour aller à l'école française. À l'époque, les autorités françaises réquisitionnaient tous les fils de chefs ou de notables et les envoyaient de gré ou de force à l'école, afin de s'assurer la soumission de leur famille. C'est à cette époque, en 1912, qu'il fait la connaissance de Ouangrain, qui est alors interprète du commandant de cercle et dont il racontera la vie fabuleuse dans son livre « L'étrange destin de Ouangrain ». En parallèle, le jeune Amadou assiste chaque soir dans la cour de son père Tidjani aux causeries entre conteurs et poètes de talent accompagnés de griots musiciens. Doué d'une mémoire étonnante, Amadou enregistre tout ce qu'il entend et le lendemain, entouré de ses petits camarades, il est le chef d'une association de 70 gamins. Leur resserre tout chaud les contes ou les récits historiques entendus la veille. C'est son premier auditoire. Son surnom de Petit Koulel commence à prendre tout son sens. Après des études qu'il mène de Djenné à Kati, il réussit en 1921 brillamment son concours d'entrée à l'école normale William Ponty de Gorée au Sénégal. Hélas, sa mère Kadidja, qui n'a plus auprès d'elle Tierno Bokar pour la tempérer, s'oppose catégoriquement à son départ, estimant qu'il a bien assez étudié le français. Or, comme Amadou Hampâté-Bâ le dira souvent lui-même, en Afrique traditionnelle, on ne désobéit jamais à un ordre de sa mère, car tout ce qui vient de la mère est sacré. Aussi, lorsqu'il reçoit la convocation officielle pour son départ à Gorée, il n'y répond pas. C'est un véritable scandale. Pour le punir, le gouverneur l'affecte d'office au diable, c'est-à-dire au poste le plus éloigné possible de Bamako, à Ouagadougou. Il est en effet nommé écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable, avec obligation de faire le trajet à pied,
près de 1000 km accompagné d'un gardien pour l'empêcher de se sauver. Cette fois-ci, l'enfance est bien finie. Amadou Hampâté-Bâ débute sa carrière de fonctionnaire colonial par ce long voyage qui va durer 40 jours. Durant ce périple, dans chaque lieu où il fait étape, il s'arrange pour rencontrer un vieux, un griot ou le meilleur traditionnaliste de l'endroit et se fait raconter par lui toutes les légendes ou récits historiques que concerne sa ville ou son village. Il note tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend dans son journal de bord. C'est le début de la constitution d'un prodigieux stock de manuscrits de la tradition orale peul. Il va passer 11 années en Haute-Volta, de 1922 à 1933, franchissant par concours interne tous les échelons administratifs du cadre réservé aux agents indigènes. À l'automne 1933, Amadou Hampâté-Bâ prend ses nouvelles fonctions à Bamako, où il a été affecté en qualité de commis expéditionnaire de première classe. Interprète particulier épisodique du gouverneur du Soudan. Amadou s'est en effet placé sous l'obédience spirituelle du cheikh Amaoula, que l'on appellera Chérif Amala, un grand maître de la confrérie Tidjani, réputé pour sa sainteté et qui se tient à l'écart de toute vie officielle. Malheureusement, l'administration coloniale, quelque peu poussée en ce sens par des marabouts rivaux, voit en Chérif Amala un dangereux rebelle anti-français et en fait sa bête noire. Elle confisque ses biens et finalement le déporte en France, où il mourra en 1943, enterré à Montluçon, au cimetière de l'Est. Sa tombe y est devenue un lieu de pèlerinage pour bien des Africains résidant en France. Les disciples du shérif sont poursuivis, persécutés, certains sont même fusillés. Tierno Bokar, ancien maître de Amadou, sera assigné à résidence dans sa propre concession. Il meurt en 1940 dans des conditions tragiques de maladie et de solitude, n'ayant pourtant que des paroles de bénédiction et de pardon aux lèvres. En 1942, l'étau se resserre autour d'Amadou Hampâté-Bâ. Il ne doit son salut qu'à l'intervention du professeur Théodore Monod, fondateur et directeur de l'Institut français d'Afrique noire, à Dakar, qui réussit à le faire affecter dans ses services. Désormais, Amadou Hampâté-Bâ est intouchable. Non seulement il est sauvé, mais sa vie change du tout au tout. Il peut enfin se consacrer à sa vocation essentielle, la recherche. Affecté à la section ethnologie, il effectue des missions sur le terrain à travers toute l'AOF. Il participe aux fouilles archéologiques de Koumbissala notamment. C'est grâce à une mission au Sénégal, en 1943, qu'Amadou Hampâté-Bâ reçoit l'initiation peul de l'un des derniers grands Silatibi peul, Ardo Dembo, avec qui il parcourt le Djeri et le Walo. De par ta lignée, lui dit Ardo Dembo, tu as droit à la connaissance des secrets de tes ancêtres. Lorsqu'il le publiera plus tard en 1961 avec Germaine Dieterlen, il ne le fera qu'après en avoir demandé l'autorisation à Ardo Dembo. En 1943, son premier cahier d'ara, en prose, présenté et commenté par le professeur Monod, lui vaut le prix littéraire de l'AOF. En 1944, il reçoit le prix de l'Afrique occidentale française pour travaux d'ordre scientifique et documentaire. En 1951, un événement tout à fait inattendu se produit. L'UNESCO, sur la recommandation du professeur Théodore Monod, lui attribue une bourse pour venir passer un an à Paris. Durant son séjour, il rencontrera non seulement le professeur Louis Massignon, dont il assiste à de nombreuses conférences, mais aussi avec les principaux anthropologues africanistes de Paris. À son retour au Soudan français, son affectation à l'antenne de l'IFAN à Diafarabé sera très importante pour son œuvre, puisqu'elle lui permet de terminer sur place sa grande enquête sur l'histoire de l'empire Peul du Massina et de l'empire tout couleur d'El Hadj Omar, commencé à vrai dire depuis sa jeunesse. Puis, en 1956, détaché en mission à Paris auprès du sous-secrétaire d'État Amadou Ndiko, cette même année, 1956, il participe à Paris au premier congrès international des écrivains et artistes noirs et donne à cette occasion une conférence à la Sorbonne sur la culture peul. Revenu au Soudan en 1957, il est nommé conseiller culturel de Radio Soudan, puis administrateur de la Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer, où il réalise de très nombreuses émissions culturelles. En tant que membre de la délégation du Mali, Amadou Hampâté-Bâ siège à la conférence générale de l'UNESCO, où sont réunis pour la première fois les pays africains nouvellement indépendants, et lance sa phrase qui deviendra tellement célèbre qu'elle est dorénavant citée comme un proverbe africain. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En 1962,
Amadou Hampâté-Bâ est projeté malgré lui dans la vie publique. Son pays, qui a pris le nom de Mali, avait perdu l'accès au port de Dakar à la suite de l'éclatement dramatique de l'éphémère Fédération du Mali, qui réunissait le Sénégal et l'ancien Soudan français. Or, pour ce pays enclavé à l'intérieur des terres, l'accès à un port était d'une importance vitale. Au cours d'une mission privée, Amadou Hampâté-Bâ obtient de son ami, le président Houphouët-Boigny, la libre disposition du port d'Abidjan pour le Mali. À la suite de ça, Félix Houphouët-Boigny demande au président Modibo Keïta de lui envoyer Amadou Hampâté-Bâ comme ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. À la fin de cette même année 1962, Amadou Hampâté-Bâ est élu par la Conférence générale de l'UNESCO, membre de conseil exécutif de cette institution, mandat qu'il exercera pendant 8 ans. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un mois à peine après sa proclamation, la République du Mali a sollicité son admission à l'UNESCO. Au conseil exécutif, il fera souvent retentir sa fameuse phrase et mènera une action inlassable tout au long de son mandat pour faire connaître les richesses et la valeur de la tradition orale africaine. L'UNESCO a un rôle capital à jouer dans le développement des relations entre tous les peuples du monde, ce qui constitue le meilleur garant pour la compréhension et la paix universelle. Amadou Hampâté-Bâ ne se faisait aucune illusion sur le monde des Blancs qui l'entourait. Il servait à ses interlocuteurs le vin des proverbes africains, l'encens des sourates coraniques et le miel de l'humanisme. Ainsi s'achève l'histoire de Amadou Hampâté-Bâ. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de la chaîne. N'hésitez pas à nous communiquer le personnage ou les personnages emblématiques qui comptent le plus pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.